Je m'attendais pas à ça, et c'est cool. L'histoire se centre sur personne, c'est le final de la série. En deux épisodes, c'est vraiment deux parties qui sont parfaitement jointes, qui se suivent complètement. Donc je vois pas pourquoi je ferais deux vidéos séparées pour ça, on va tout raconter en une fois. Ça se centre légèrement quand même sur Emma, dont on voit deux flashbacks en début de chaque épisode. Le premier flashback, c'est sur elle, à l'orphelinat, qui voit un autre enfant être adopté par elle, donc pour appuyer un petit peu ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Le deuxième flashback, c'est le moment où elle était avec Neil, voilà, où elle avait donc 17 ans, et elle ne les fait toujours pas, hein, et où Neil lui dit un petit peu sa façon de considérer ce qui est vraiment notre maison, ce qui est vraiment notre chez nous. Et le chez nous, pour lui, c'est l'endroit qui nous manque une fois qu'on l'a quitté. Voilà, ils font aussi un petit... il parle rapidement de son père de façon cryptique, bien sûr, il dit pas que son père est le ténébreux magicien et tout le tout team, mais voilà, donc c'était plutôt touchant. À nouveau, le fait est que qu'ils aient gardé l'acteur qui joue Neil régulièrement au fil de la saison en sachant qu'il l'avait tué, ben je trouve que c'était bien géré à ce niveau-là pour une série qui gère relativement mal son casting, en tout cas dans cette dernière saison. Ben ça s'est bien rattrapé à ce niveau-là. En termes de flashback, bon, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est censé appuyer un petit peu la la tourmente, l'évolution psychologique par laquelle passe Emma, et c'est plutôt bien fichu. L'histoire se passe juste après le cliffhanger de fin de l'épisode précédent, où tout le monde est un peu content dans son coin. Hein. Donc Blanche-Neige et le prince charmant sont contents d'avoir leur enfant. Regina est contente d'être avec Robin des Bois. Robin des Bois qui lui dit que pour lui aussi ça a été difficile d'oublier sa bien-aimée Marianne, mais qu'il a fini par accepter ça au fil du temps et ils se retrouvent là-dedans, c'est assez joli entre eux. Et tout le monde se réunit au café de Mère-Grand parce qu'ils ne peuvent pas louper une occasion de montrer ça. Et il y a un peu tout le monde, c'est très sympathique de voir qu'on a tous ces personnages-là. On voit rapidement Clochette, la Fée Bleue, Rouge qui est présente. On a Catherine qui n'était plus là depuis la fin de la saison 1. C'est un peu logique vu l'importance qu'elle va avoir dans la suite. Catherine, je suis légèrement déçu qu'on la voit pas avec son amoureux, voilà, histoire de montrer rapidement que c'était conclu pour elle, histoire de dire, mais bon, c'est quand même cool de la revoir, je ne veux pas dire le contraire. Et il y a tout ce beau monde, et alors que tout le monde est bien content de la situation, tout se passe très bien, il y a Henry qui amène sur le tapis le fait qu'il veut rester à Storybrooke, et Emma qui a pas trop envie. Donc ça jette légèrement un froid parmi tout le monde et Emma décide de partir seule dans son coin pour y réfléchir et c'est là que Killian Jones décide de la suivre. Mais juste après ça, c'est là que tout le monde voit une espèce de d'éruption verte dans le ciel qui correspond donc au portail qui a été créé à la suite de la mort de Zelena. Donc tout le monde sauf Emma et Killian se rendent dans la cellule où Zelena devrait se trouver et se rendent compte qu'elle n'est plus là et ils vérifient grâce aux caméras de surveillance que Rumpelstiltskin n'avait pas du tout envisagé, il n'y a pas du tout réfléchi, et il regarde grâce aux caméras de surveillance ce qui s'est passé, mais bon, Rumpelstiltskin réagit assez vite et change les images de façon à ce qu'il croit que, en fait, Zelena s'est suicidée elle-même par magie. Ok, donc c'était quand même assez fair-play de la part de l'actrice de revenir seulement pour tourner ça, étant donné qu'elle n'a aucune importance dans le scénario de ce double épisode, donc assez cool à ce niveau-là. Comme je le dis, hein, gestion du casting dans ce double épisode final bien fichu, hein, vraiment. Puis c'est là que Regina nous balance l'excuse bullshit, comme quoi en étant morte, sa volonté s'est transmise à son médaillon, il a poursuivi le sort, mon cul. Ok, d'accord, très bien, j'accepte. Je me doutais que ça allait être une excuse à la con, c'est une excuse à la con, très bien, voilà, comme vous voulez. Et donc, il se demande un petit peu ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, c'est mieux de rester un peu éloigné de ce portail. Parce que je pensais que moi, bêtement et honnêtement, c'est vrai que pourquoi ça marcherait comme ça, je pensais bêtement que en se créant ce portail allait tout de suite changer la réalité. Alors que non, c'est juste un portail pour voyager dans le temps. Donc il faut que quelqu'un entre dedans pour que ça fasse quelque chose.
Non mais c'est moi, suis-je bête, hein, c'est vraiment, j'ai dû paraître complètement stupide pour certains d'entre vous avec mes suppositions, mais voilà, c'était un petit peu idiot de ma part. Cela dit, je me disais un peu sottement que ça allait faire en sorte que Regina, malgré le fait qu'elle ait été tuée dans notre présent, puisse arriver quand même à se retrouver dans le passé avec ça, donc et qu'au final elle changerait la réalité selon son bon vouloir. Je pensais que ça allait être ça. Et je sais pas si ça aurait été mieux que ce qui a été fait à la place, mais ce qui a été fait à la place est très bon, donc je vais pas me plaindre, vraiment pas me plaindre. Ok, qu'on soit bien d'accord. Donc pendant tout ce temps-là, Emma donc discute avec Killian Jones, mais un certain temps à se rendre compte du portail vert par rapport aux autres. Ouais, ils font vraiment pas gaffe. Emma lui dit quand même que ouais, elle arrive pas à se sentir chez elle ici, que toute sa vie ça a toujours été de partir d'un endroit à un autre, à un autre, à un autre, et elle a jamais su se retrouver chez elle nulle part. De ce fait, New York, c'est juste une façon à nouveau d'échapper à un endroit où elle pourrait se poser. Et Killian essaye de la convaincre, mais il n'en a pas trop le temps, puisque c'est là qu'il voit le fameux portail qui s'est créé. Et Emma se dit, allez, rendons-nous là, voyons ce qui se passe. Killian la suit parce que bon, elle est tête de mule là, la fille. Et, et et il finit par lui dire, t'as toujours pas récupéré tes pouvoirs, mine de rien, ça serait peut-être pas plus mal de pas foncer dedans. Un truc que je trouve un peu bizarre par rapport à ça, c'est que donc s'en sont rendus compte apparemment un peu plus tard que tout le monde, pour une raison X, et surtout, les autres ont mis le temps à contacter Emma. Je veux dire, le temps qu'elle discute avec Killian Jones et qu'elle se rende là-bas, à la grange où le sort a été lancé, il fait nuit. Et personne ne l'a appelé entre temps. C'est que, juste au moment, pile poil, au moment où ils sont aspirés dans le portail, parce que oui, fallait bien que ça arrive, ça, ils sont aspirés dans le portail, et ben, que David essaye de les appeler, mais bon, genre 30 secondes trop tard. Pas de chance. Il se retrouve donc transporté dans le passé dans la forêt enchantée au moment où le père et la mère d'Emma se sont rencontrés, juste avant cet instant-là. Alors on pourrait être à même de dire si on était tatillon comme moi, comme par hasard, mais je pense que la raison à ça c'est que Blanche-Neige a inconsciemment pensé à cette période-là. Cette période-là a été amenée sur le tapis peu de temps avant par Blanche-Neige et David. Ça me paraît un peu logique qu'elle y ait pensé et que ce soit cet endroit-là, cet endroit et cette époque-là dans laquelle ils ont été lancés. Donc, bon, tout nouveau monde pour eux, ils savent pas comment ils vont s'en sortir, c'est un petit peu problématique, hein. En partant à la recherche de Rumpelstiltskin pour défaire ça, ils croisent d'abord, en étant cachés, la méchante reine Regina de l'époque qui s'en prend à un village qui s'avère contenir Geppetto et Pinocchio, de même que Rouge et sa mère Grand, comme par hasard. À un moment donné, ils ont habité le même village. C'était l'histoire de dire, on avait un casting de second rôle qu'on a repris pour cet épisode, on va l'utiliser, bordel de merde. Donc voilà, on les voit rapidement. Puis à ce moment-là, ils tombent sur l'endroit pile poil où Blanche-Neige va essayer de dérober le carrosse du prince charmant, et c'est là qu'ils vont se rencontrer pour la première fois, etc., qu'on a vu dans la saison 1. Alors, là aussi, j'aurais été à même de dire, comme par hasard, je pense que la raison pour laquelle ils ont assisté à ça, c'est que, étant donné que qu'Emma a pensé à ce fameux moment de la rencontre entre Blanche-Neige et le prince charmant, et ben ils ont été transportés à un endroit qui n'en est pas loin. Ça me paraît un peu logique. Je sais que je peux être un peu coulant avec les petites facilités scénaristiques de cet épisode, mais honnêtement, j'apprécie tellement l'histoire de base que même si ça avait été des grosses facilités scénaristiques, elles m'auraient pas trop dérangé. Je cherche peut-être des excuses pour les justifier, mais honnêtement, ouais, ça m'a pas trop dérangé, et je trouve que dans le contexte de l'histoire, ça c'est pas dérangeant. Voilà.
Donc, ouais, elle s'apprête à assister à Blanche-Neige qui s'apprête à dérober le carrosse du prince charmant, mais voilà, elle se fait remarquer sans faire exprès. Et de ce fait, ça fout en l'air toute l'opération de Blanche-Neige, qui se voit obligée de se barrer rapidement les poches vides, tandis que le prince charmant et Abigail continuent leur chemin vers le château du roi Midas, sans que rien n'ait été troublé. Donc, gros problème. Et c'est là que ça se transforme en retour vers le futur. Maintenant, le gros de l'histoire, ça va être ça, c'est comment est-ce qu'on va faire pour les faire se re-rencontrer dans les mêmes conditions, de façon à ce que moi, Emma, je sois né. Ah mon Dieu, mais comment va-t-on faire ça? Ça peut paraître un petit peu copié, et honnêtement... eux-mêmes ne le nient pas. À un moment donné, ils font une référence à Retour vers le futur. Ils croisent Rumpelstiltskin et arrivent à le convaincre en lui disant des informations qu'il ne connaît pas, notamment qu'il va finir par retrouver son fils après tout ce qui s'est passé. Et de ce fait, il accepte de les aider à retrouver un moyen de retourner vers le futur, tout en en leur donnant quelques petits conseils pour arriver à rabibocher les parents d'Emma. Parce que là, il est là pour dire, ok, je veux bien vous aider à retourner dans le futur, mais c'est pas moi qui ai foutu cette merde là, c'est surtout à vous de réparer ça. Donc il va pas trop participer à ça, mais un petit peu quand même, et ça fait plaisir, et ça fait vraiment plaisir de revoir le Rumpelstiltskin super cabotin qu'on avait avant. Voilà le Rumpelstiltskin de cette époque, et il s'y donne à cœur joie, ça fait vraiment plaisir. On a une petite scène avec Belle que j'ai trouvé très marrante, assez savoureuse, où vraiment il nie encore qu'il ressent quoi que ce soit pour Belle, et quand il m'a dit j'arrive pas à croire qu'ils vont finir amoureux ces deux-là, je dis moi amoureux de ma servante. La façon dont il le dit, c'était assez savoureux. Cela étant, ça commence à me faire douter d'un tout petit truc de cohérence par rapport à un truc qu'on découvrira à la fin. J'en reparlerai si j'y repense. Il décide de partir, d'aider à amener cette rencontre. La première chose à faire, c'est de donner une raison à Blanche-Neige de venir voler directement la bague du prince charmant, l'anneau du prince charmant directement dans son château. Et donc pour ça, Killian Jones se fait passer pour son lui d'avant et convainc Blanche-Neige de prendre la bague pour lui, comme ça il pourra l'emmener loin de la forêt enchantée, loin du royaume de la méchante reine, pour être en sécurité, puisque c'est ce qu'elle voulait à ce moment-là. Donc oui, un truc que j'aime bien aussi, c'est que mine de rien, ils ont repris énormément de détails de l'histoire. Hein, ouais. Ils n'ont pas oublié le coup de la poudre de fée. D'ailleurs, ils disent que même que c'est une poudre de fée noire. C'est pour ça qu'elle est un peu particulière, cette poudre de fée, qu'elle peut transformer les êtres en insectes. Voilà, c'est pas mal de reprendre ça, de dire, ah, ok, c'est pas n'importe quelle poudre de fée. Étant donné que c'est la poudre de fée noire, je me dis aussi, est-ce que c'est la poudre de la fée noire ou est-ce qu'il y a plusieurs fées noires? Je me pose la question, la façon dont ça a été dit. Est-ce que c'est la fameuse fée noire qui a été mentionnée à l'épisode 11? Voilà, je pensais que ce serait en lien avec Zelena, mais au final, non, c'est pas le cas. Ce sera sans doute en lien avec quelque chose dans la saison 4 ou dans la saison 5. Je suis sûr que la fée noire réapparaîtra à un moment donné. Voilà, je pensais qu'il ferait ça beaucoup plus tôt. Et voilà, je me suis trompé. Je me suis trompé sur pas mal de points. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis loin d'être irréprochable. Enfin bon, ça la convainc d'aller piquer la bague au château du prince charmant, enfin du roi Midas, parce que maintenant il est dans le château du roi Midas. Hein. C'est cool, on revoit le roi Midas aussi, à nouveau. Hein. Ils ont bien géré leur casting là. Je suis super content à ce niveau-là. Et donc, pour s'assurer que ça se passe assez bien quand même, ils décident de s'y rendre sous l'apparence de nouvelles personnes, parce que Rumpelstiltskin leur donne une nouvelle apparence, comme il l'avait fait avec Regina à un moment donné. À nouveau, hein, c'est un bon rappel à ce qui s'était passé dans un épisode précédent. Je n'ai aucun problème avec ça, c'est super. Et à ce moment-là, donc, ils s'y rendent, et c'est là que Emma continue avec ses références très populaires en disant qu'il s'appelle Prince Charles et Princesse Leia. C'est con, mais ça m'a bien fait rire, ça. C'était particulier. Quoi qu'il en soit, il
ils se rendent au bal, mais malheureusement Regina aussi se rend au bal parce que voilà, c'est un peu comme genre Maléfique, si on l'avait pas invité, elle l'aurait mal pris. Donc Laura Midas l'a invité un peu contre-cœur, histoire de pas trop mal se faire voir par Regina. Donc elle se trouve là comme par hasard, la reine Regina. Et donc ça va pas aider les choses quand Blanche-Neige arrive, vole la bague et est surprise par le prince charmant. Mais voilà, étant donné que les hommes de Regina sont là, ils essayent un petit peu de se mettre en travers du chemin de Blanche-Neige et Emma et Crochet se voient un peu obligés d'intervenir. Et c'est à cause de ça qu'Emma finit enfermée. Et mine de rien, manque de bol, sachant que c'est un manque de bol entre guillemets, euh, c'est que Blanchette avait fait tomber la fameuse bague qu'elle avait piquée, et c'est donc Emma qui l'a sur elle. Donc voilà, en étant enfermée par Regina après ce qu'elle a fait, elle se retrouve avec la bague, et donc à partir de là, les retrouvailles entre le prince charmant et Blanche-Neige se passent comme dans leur flashback de la saison 1, où elle l'attrape dans un filet et il veut absolument récupérer la bague. Seulement, c'est vite coupé court par Crochet qui se joint à eux en leur disant que où se trouve la bague, dans le château de la méchante reine, et que si on s'y rend tous les trois, vous récupérez votre bague et moi je récupérerai ma charmante fiancée Leia. J'adore le fait qu'il... tout le monde dit ça avec un visage sérieux parce qu'il y a Kema qui connaît le truc en fait. C'est un petit gag récurrent du double épisode que j'ai beaucoup aimé ça. C'est tout con mais vraiment c'est... Ok, de toutes les références que vous pouviez faire à Star Wars, je trouve que celle-ci a été bien amenée. Voilà, hein. À nouveau, hein, c'est pour appuyer le fait que vous possédez Star Wars, Disney, mais bonne référence quand même, bonne référence. Donc, ouais, il décide de s'y rendre. Blanche-Neige qui décide donc d'y aller parce qu'elle connaît le chemin. Au début, je me dis, tiens, elle va pas plutôt essayer de se barrer au premier moment venu parce que bon, ça la concerne pas la vie de cette femme et là, et surtout la bague, hein, il s'en fiche royalement. Mais bon, d'une part, je me suis dit, quand même, elle est peut-être un peu égoïste et veut se barrer, mais s'il y a une vie qui est en jeu, elle essaierait quand même de faire quelque chose pour ça. Et puis quand même, elle a un autre dessin en tête sur lequel je reviendrai. Mais bon, pendant ce temps-là, le prince charmant et Crochet arrive à se faufiler dans le château de Regina en étant aidé par Rouge, qui vient les aider parce qu'elle doit quelque chose à Blanche-Neige. Hein. Ça montre un petit peu le lien qu'elles ont formé pendant ce temps-là, et c'était sympa de voir enfin Rouge dans un rôle un tout petit peu actif. Pas sensationnellement actif, elle a pas un rôle très très pondérant, mais quand même, quand même. C'est quand même sympa de la voir avoir un rôle plus actif que ce qu'on a vu dans tout le reste de la saison, et même un peu dans la saison 2 où au bout d'un moment elle était là pour être là. Donc ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Ils finissent par retrouver Emma qui s'était un peu libérée elle-même grâce à des talents de crochetage que lui avait enseigné Neil. Là aussi c'était un bon rappel à ce qu'ils ont vécu avant, c'est assez sympathique, hein, à nouveau, hein. C'est un bon rappel à pas mal d'épisodes précédents. Et pendant qu'ils se barrent, et Blanche-Neige avait décidé de profiter de l'occasion pour s'infiltrer dans le château et s'attaquer directement à la méchante reine pour la saupoudrer de sa poussière de fée noire et la tuer. Voilà, elle était à peu près à ce stade-là. C'est très difficile à décrire avec exactitude à quel moment elle a été retranchée à ces extrémités-là. Ce qui me fait dire une nouvelle fois par rapport au fameux épisode de la saison 2 sur lequel je rabâche pas mal de fois. Ok, quoi, elle avait clairement l'intention de tuer Regina. Voilà, le fait que le cœur se noircit, c'est pas seulement dans les actes, c'est dans les intentions, quoi. Les intentions dans la force qu'elle représente. Et si elle avait l'intention forte de tuer Regina à ce moment-là parce qu'elle a vraiment essayé de lui balancer sa poussière de fée, et ben je comprends pas pourquoi on nous a fait tout un pataquès sur son cœur qui se noircit, qui n'est plus totalement pur. Je vais essayer de plus trop... Ok, je vous fais la promesse.
À moins vraiment qu'on m'y force, je vais plus le faire à partir de maintenant. Je vais plus citer cet épisode de la saison 2 maintenant, mais voilà, c'était une dernière fois pour sortir ça de mon système. Voilà, c'était un moment stupide de la saison 2 et je le pense très sincèrement. Quoi qu'il en soit, donc, elle essaye de la voir avec la poussière de fée noire, mais Regina a vu le coup venir et empêche ça de se faire. On a alors un dialogue très légèrement maladroit entre elle et Blanche-Neige, et c'est l'une des très très rares choses que je peux pas pardonner dans cet épisode, c'est-à-dire que Blanche-Neige lui dit qu'elle est désolée pour Daniel d'avoir dit son secret à elle et à Daniel et d'avoir causé sa mort. Elle n'est pas censée le savoir. Non, elle n'est pas censée le savoir. On apprend à la fin de la saison 1 qu'elle a appris ça peu de temps avant que Regina la force à croquer la pomme empoisonnée. C'est-à-dire, sinon elle tuerait le prince charmant. Donc, elle n'est pas censée le savoir à ce moment-là, Blanche-Neige. À ce moment-là, elle n'est pas du tout censée savoir qu'elle a été responsable de la mort de Daniel en dévoilant leur secret. Quoi qu'il en soit, elle est donc mise sur le bûcher, sous les yeux lointains de tous les autres personnages qui ne peuvent rien y faire. Et on se dit, oh mon Dieu, Blanche-Neige est morte, c'est foutu, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais non, elle a été vachement intelligente, Blanche-Neige, elle a utilisé le peu de poussière de fée noire qui lui restait pour se transformer elle-même en insecte, en coccinelle, parce qu'elle pouvait pas être transformée en insecte moche. Ah, la coccinelle, c'est l'insecte le plus joli qui soit pour moi, donc ça lui correspond bien. Et grâce à ça, elle a pu s'en tirer. Alors, elle a rejoint un peu tout le monde, et grâce à la fée bleue, qui apparaît comme ça parce que elle a appelé à l'aide en tant que coccinelle, Blanche-Neige, et la fée bleue arrive et elle arrive à la sortir de sa forme de coccinelle et à la rendre à nouveau humaine. Voilà, et donc ça fait des relations, des retrouvailles assez touchantes pour Emma, mais Blanche-Neige se dit ouais, oui, c'est bien, merci. Ouais, elle la connaît pas, elle a jamais rencontré de sa vie, je trouve ça même bizarre qu'elle ait pas réagi de façon encore plus surprise. Donc, c'est un moment à la fois touchant et drôle en même temps. Niveau mise en scène, il y a beaucoup de moments comme ça. J'aurais même pu parler d'un autre moment un peu plus tôt entre Killian Jones et le prince charmant, où Killian Jones lui raconte que il n'est pas sûr de l'amour que Leia a pour lui, mais et ses parents sont pas forcément chauds à l'idée qu'elle le fréquente. Et le prince charmant lui dit, vous risquez votre vie pour elle, ça devrait leur suffire. Et j'espère que vous vous en souviendrez dans le futur. Qu'il dit Killian, c'était un échange plutôt bien fait, à la fois touchant et assez amusant. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, bien foutus, hein. Vraiment un double épisode très bien écrit, à beaucoup de points, hein. Mine de rien, elle est toujours dans son trip, je veux quitter le pays grâce à la bague du prince charmant, Blanche-Neige, qu'est-ce que j'ai dit Belle, excusez-moi, Blanche-Neige, et de ce fait, donc, elle lui la pique sans qu'il s'en rende compte, et fonce vers le port, mais au gros coup de bol, là par contre, ouais, gros coup de bol, hein, comme par hasard, le chemin pour aller au port, eh ben, c'est le pont des trolls. Le fameux pont des trolls, où ils ont eu leur combat ensemble tous les deux, et donc le prince charmant fonce à sa rencontre, et ça se passe à peu de choses près, comme avant, seulement bon, ça se passe légèrement différemment parce que Blanche-Neige n'a plus sa poussière de fée noire, et donc elle arrive à empêcher les trolls de tuer le prince charmant en leur faisant croire qu'elle a la poussière de fée noire. Donc, si vous lui faites mal, je vous jette de cette poussière-là et vous l'aurez dans le cul, mes vieux. Et donc, ils ont tellement peur qu'ils se barrent. Et c'est là que Blanche-Neige dit, ah, c'est du sable noir, ces trolls sont stupides. Et j'ai envie de dire, pourquoi vous n'avez pas attendu d'être parti du pont pour dire ça? Une chance que l'intrigue veuille que les trolls n'entendent pas ça, mais c'était légèrement con de dévoiler ça sur le pont des trolls. Vous auriez pu vous éloigner un petit peu quand même. Je dis ça, je dis rien, hein,
Mini détail de mise en scène, mini détail de mise en scène. Et donc voilà, c'est au final, la rencontre se passe comme elle s'était passée avant. Avec Blanche-Neige qui essaye la bague rapidement la bague de fiancée de la mère de David et qui finit par l'enlever et c'est comme ça que leur première rencontre s'est faite de la même façon et les choses sont reparties sur les rails tandis qu'Emma observe ça en étant vachement émue. Ne reste plus qu'à partir de là, Rumpelstiltskin a trouvé un sort qui permette de repartir dans le présent, d'inverser le sort qui a été fait grâce à une fameuse baguette, la baguette de la fée noire à nouveau, qu'on mentionne à nouveau. Enfin, elle n'a pas été mentionnée, mais c'était clairement la même baguette qu'on avait vue dans l'épisode 11. Et il lui dit, par contre, seules les personnes qui ont été touchées par le sort peuvent le lancer. Ah, gros problème, gros problème. Alors, comment faire alors que Emma n'a plus sa magie? Alors, il décide, Rumpelstiltskin, de faire en sorte que l'histoire se passe comme elle était prévue de se passer parce que Emma lui a dit qu'il finirait par retrouver son fils. Elle lui a pas donné les détails, mais il finirait par retrouver son fils. Et donc, il a décidé de se faire une petite potion d'oubli pour oublier, je sais pas, le dernier jour qu'il a vécu. Tandis qu'il se dit, quoi, je vais vous envoyer à l'oubli dans une espèce de... Ouais, alors oui, je n'ai pas parlé ça. Ça n'a jamais été mentionné, c'est un mini détail. Au tout début de l'épisode, Rumpelstiltskin parle d'un espèce de coffre en fer où il entrepose tous les objets magiques ultra dangereux qu'il ne sait pas très bien contrôler. Voilà, ça n'a jamais été mentionné que je sache. Ce coffre-fort, c'est une sorte de dimension parallèle dont rien ne peut sortir. Et donc, étant donné qu'il ne veut pas que Emma et Killian Jones n'interfèrent avec la façon dont les choses vont progresser, il se dit bah merde, alors je vais vous enfermer dans cette dimension-là et merde. Et merde, comme ça vous ne me gênerez pas. Mais voilà, pendant tout ce temps-là, Emma aurait dû récupérer ses pouvoirs puisque Regina est morte. Et donc, ouais, le sort qu'elle a jeté sur elle aurait dû être dissipé. Seulement, le problème, c'est que, étant donné qu'Emma avait cet état d'esprit de fuir en tête, de ne pas rester à Storybrooke, eh ben, elle n'arrivait pas à avoir cette confiance pour retrouver sa magie. Mais après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu, ce moment où sa mère ne l'a pas reconnue, où elle représentait une étrangère pour elle, elle a fini par se rendre compte de ce qu'elle a pu faire subir à sa mère et à son père. Alors là, c'est un très bon moment de rétrospective sur elle-même que j'ai bien aimé parce que, ouais, si je vous cache pas que Emma avait tendance à considérer sa mère et son père un peu trop, de façon un peu trop éloignée, surtout après leur retrouvaille. Et je trouvais ça assez dommage qu'on ne lui, que la série ne la blâme pas, quoi, ne l'en blâme pas plus que ça. Mais voilà, elle finit par reconnaître qu'elle a envie de rester à Storybrooke, qu'elle veut se lier à ses parents vraiment, et comme une fille, sincèrement. Et donc la magie de la baguette refonctionne, et elle peut créer un portail qui lui permette à elle et Killian Jones de revenir dans le présent. Bon, pas avant une petite scène très rapide avec Rumpelstiltskin qui finit par lui agripper le bras avant qu'elle ne parte en lui demandant plus de détails sur son fils Bay. Voilà, et elle finit par lui avouer il finira par lui pardonner, mais il finira par mourir aussi. Mais il est mort en héros, il faut pas gâcher ça. Buvez cette potion s'il vous plaît, ne faites pas, ne gâchez pas son sacrifice, ne faites pas qu'il soit en vain. Et il est tellement pris par ça que sans réfléchir, il boit la potion d'oubli. C'était un moment très fort, très, très rapide entre deux qui passait très bien. Malgré le fait que Rumpelstiltskin soit son Louis cabotineur de cette époque-là, depuis toujours il a vraiment ce ressentiment envers lui-même et ce besoin de retrouver son fils. Et en l'espace de 30 secondes, ça dure 30 secondes ce moment-là, quoi, ils sont réussi à faire passer toutes ces émotions-là très fortement. Que ce soit de la part de Robert Carlyle comme de Jennifer Morrison. Ils ont très bien joué le rôle parce que, mine de rien, Jennifer Morrison aimait Neil. Faut avouer ça quand même. Et donc voilà, c'est un moment très fort et il retourne dans le présent et tout s'arrange. Voilà, donc l'histoire est légèrement chamboulée parce que maintenant, là, en plus de l'histoire telle qu'on la connaît, il y a eu un passage où ils ont rencontré une princesse Leia.
C'est- je me demande comment ça a été vécu dans le, dans le nouveau présent changé, quoi. C'est-à-dire, quand Henry a lu son compte, ah tiens, il y a une princesse Leia, c'est surprenant, pas banal ça. Et voilà, bon, tout est bien qui finit bien. Blanche-Neige et David décident de renommer leur enfant Neil à nouveau pour rendre hommage au héros qui a permis de tous les sauver. Je le redis, c'était vachement bien géré la mort de ce personnage tout au long de cette saison et vraiment t'as très bien foutu, vraiment très bien foutu. J'en ai déjà parlé, le personnage de Neil Bellfire, il passait sans plus, vraiment sans plus. Mais dans cette deuxième moitié de troisième saison, il marche très bien. Vraiment, il marche très bien. Le lien entre Rumpelstiltskin et Emma, je maintiens que c'est forcé. Sincèrement, je maintiens que c'est forcé. Mais mine de rien, ils ont bien géré ça. Ils en ont bien tiré parti et au final, ça rend cette perte de personnage très forte au fil de la saison avec une très belle note de fin avec ce nouveau-né qui s'appellera comme lui. Voilà, c'était très beau. On a donc Regina qui est heureuse avec son Robin des Bois et leur fils, et le fils de Robin des Bois. On a Blanche-Neige et le Prince Charmant qui sont heureux avec leur fils. On a, on a, on a Emma et le capitaine Crochet qui se rapproche à la fin. À nouveau, je trouve que c'est un tout petit peu trop tôt après la disparition de Neil, mais mine de rien, ils ont bien développé ça au fil de ce double épisode, donc ça me dérange pas trop. Voilà, disons que j'aurais pas été contre qui laisse le temps, un peu plus le temps de faire ça, mais ça me dérange pas trop, surtout si on peut voir ça comme un épisode de conclusion. Donc voilà, j'accepte vraiment le fait qu'entre Emma et Killian Jones, ça se concrétise vraiment. Ils s'embrassent à la fin. On éprend aussi à peu près comment il a réussi à revenir chez nous. Là aussi, c'est sympa de répondre à ça. Je suis bien content. J'avais vraiment peur qu'il nous balance le coup du il a réussi à revenir et puis merde. Même si j'aurais un tout petit truc à redire parce que voilà, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vogué pour éviter d'être touché par la malédiction, donc il a réussi à éviter le nuage de fumée, et après que le nuage de la malédiction se soit estompé, et ben il n'y avait plus le mur qui empêchait de revenir à Storybrooke. Donc de ce fait, il pouvait retourner à Storybrooke via n'importe quel autre moyen. Et cet autre moyen, ça a été de troquer son Jolly Rogers contre un haricot magique. Voilà, et donc c'est ça qu'il a fait, c'est pour montrer à quel point il était dévoué à Emma et il voulait tout faire pour l'aider à être qui elle est. Et à embrasser son rôle, aussi parce qu'il était très attaché à elle. Donc c'était très joli, j'ai vraiment pas grand chose à me plaindre. Le seul petit truc que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que et qui avait un haricot magique contre lequel il pouvait troquer le Jolly Rogers. Parce que voilà, mine de rien, c'est bien joli, le haricot magique c'est censé être une denrée très rare, donc ouais, il a vogué quelque part et comme par hasard il y avait un haricot magique. C'est le truc avec ça qui me gêne. Qui me gêne depuis le début, quoi, presque, depuis la saison 2 si on peut trouver des haricots magiques en cherchant un petit peu, si on peut trouver certains autres moyens de retourner à Storybrooke en cherchant un petit peu, enfin d'aller dans notre monde en cherchant un petit peu, pourquoi Rumpelstiltskin est resté figé sur sa malédiction? Pourquoi il a jamais cherché d'autres moyens? Surtout une fois qu'il a appris dans la saison 2 qu'il existait un putain de haricot magique pour pour aller dans le monde auquel on pense, quoi. Sérieusement! Sérieusement! Hein. Enfin bon, c'est le petit détail, quoi. C'est pas gravissime s'ils expliquent pas ça en détail, qui lui a donné ce haricot magique, mais si jamais il venait à expliquer ça, ben ce serait cool. Ça expliquerait bien jusqu'au bout ça et ce serait sympa. On voit aussi que Rumpelstiltskin et Belle se marient. Belle qui croit toujours avoir le poignard qui le contrôle. Alors ça, c'est un petit truc que j'ai approché à cet épisode.
Je comprends très bien qu'il ait un peu transgressé la confiance de Belle pour pouvoir tuer Zelena Incognito. Honnêtement, à sa place, j'aurais fait pareil. Euh, je, je me mets à sa place. Elle m'a contrôlé pendant je sais pas combien de temps. Et je sais pas combien de temps, c'est genre plus de 8 mois, quoi. C'est ça. Plus de 8 mois dans le, plus de 8 mois dans le monde des contes de fées. Et quelques semaines dans le monde de Storybrooke. Voilà, pendant tout ce temps-là, il a cohabité avec son fils, il était à moitié zinzin à cause de la manipulation de Zelena. Son fils est mort. Donc, ouais, je suis désolé, à sa place, je, je le ferai. Je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord avec ça, je le ferai. Je sais que la vengeance est mauvaise conseillère et tout, mais à sa place, je l'aurais fait. Vraiment, je comprends parfaitement là où il veut en venir. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que ça aurait été cool si ça n'avait été qu'une transgression et que après ça, il s'est dit, ok, je rééchange les dagues et cette fois, Belle garde vraiment le contrôle sur moi. Mais non, il a rangé la vraie dague quelque part, cachée en la rendant invisible et Belle croit toujours qu'elle a sa dague alors qu'elle ne l'a pas. Alors qu'il aurait pu déjà complètement noyer le poisson en interchangeant à nouveau les deux dagues, comme ça, bon, il n'y aurait plus rien à retracer. Voilà, elle aurait le contrôle sur lui maintenant, sachant que bon, étant donné qu'elle lui fait super confiance, elle le forcerait pas à faire quoi que ce soit de mauvais. Mais mais voilà, il a décidé de partir là-dessus, sur ce manque de confiance. Comme ça, je suis certain que la supercherie va être démasquée et que ça va être un nouveau coup dur dans leur couple que je trouve un peu dommage. Voilà, c'est le détail, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils rééchangent les dagues après avoir tué Selena. Enfin bon, tout le monde est content, tout le monde est heureux, hein, nos amoureux sont ensemble. Fin. C'est un petit peu ce que je pourrais m'imaginer si s'il n'y avait pas quelques petits trucs en plus. Parce que voilà, je ne vais pas parler d'un certain personnage tout au long de ce double épisode et vous avez dû vous dire mais et pourquoi il parle pas d'elle, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben je vous en parle. Durant son aventure, Emma a fait la rencontre d'une certaine femme qui a été capturée par ma méchante reine parce qu'elle a refusé de lui livrer Blanche-Neige. Parce qu'elle l'a recueilli, ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Cette femme, donc, elle l'aide à sortir de prison au moment où elle s'échappe, Emma. Et étant donné qu'elle était censée mourir et que ce serait un petit peu problématique de la laisser dans cette nouvelle réalité, ça foutrait en l'air le cours du temps, ils ont décidé de l'emmener avec eux dans le futur. Donc voilà, ils sont pas seulement deux à prendre le portail, ils sont trois. Voilà, malgré le fait qu'elle soit réticente, hein, mine de rien. C'est un peu normal, quoi. Si on lui raconte tout d'un coup, ben tiens, on vient du futur et si on te laisse là où t'es, ça va foutre le bordel. Donc tu peux pas retourner voir tes parents, tu dois retourner dans le futur avec nous. Mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Moi, je veux retrouver mes parents. Et donc ouais, ils sont obligés de l'assommer pour ça, donc elle le prend pas très bien. Et, et cette femme en question la prend à la toute fin. Il s'agit de Marianne, Lady Marianne, la fiancée, je sais pas, ou la femme, je sais pas s'ils étaient mariés, de Robin des Bois. T'avais pas dit qu'elle était morte de maladie, Robin des Bois? Je, ouais, je suis presque sûr que c'est ce que t'avais dit. Je sais qu'il l'a soignée grâce à la baguette qu'il avait piquée à Rumpelstiltskin. D'ailleurs, au passage, puisqu'on parle de ce moment-là, c'est tant que j'y pense, mine de rien, au moment où il a soigné Marianne, donc ça se passe quelques temps avant quelque temps avant ce qui se passe, la rencontre entre Blanche-Neige et le Prince Charmant et pas mal de choses, quelques temps avant ce qu'on voit dans ce double épisode, et ben, et ben c'est le moment où Rumpelstiltskin et Belle commencent à nouer un lien, à être un peu plus intimes. Pas énormément, mais un petit peu. Alors que dans le flashback, dans le double épisode qu'on a vu, on dirait que leur relation n'en est qu'à ses débuts en fait.
Et c'est un petit peu dommage. Si ça avait été ça, on aurait dû être à un niveau de relation qui était très avancé entre eux. Et donc, ouais, où il la considère pas comme juste une servante. Elle était enceinte à ce moment-là, Marianne, quand c'est arrivé ce truc-là. Donc ouais, il s'est passé facilement plusieurs mois après. Et, et donc, ouais, ça a apparemment pas beaucoup évolué entre-temps. Je trouve ça très dommageable. Très dommageable. Mm. C'est le petit truc, quoi. C'est l'un des problèmes avec Lady Marianne. L'autre problème, et qui est de beaucoup plus grande importance, c'est le fait que Robin des Bois, pendant tout ce temps, apparemment, ne savait pas que Regina était responsable de la mort de sa femme. Parce que mine de rien, je rappelle que Emma était enfermée avec Marianne par Regina. Et donc, elle a été exécutée par Regina dans la réalité de départ. Et Robin des Bois ne l'a jamais su. Pourquoi? Comment ça se fait? Tout le monde a bien vu cette femme être emmenée par Regina. Je vois pas pourquoi Regina se cacherait de ses méfaits à ce moment-là. Pourquoi Robin des Bois ne le sait pas? Pourquoi Robin des Bois, durant toute l'histoire, a parlé à la méchante reine juste et s'est adressé à elle juste à cause de son passif, sans jamais se douter sans jamais se douter une seule seconde donc qu'elle était responsable de la mort de sa femme, ce qui va foutre une grosse contrariété dans leur couple. Hein. Faut dire ce qui est. C'est pas seulement Marianne en elle-même, mais rien que le fait de savoir ça maintenant, je pense que le couple Regina Robin des Bois maintenant il va revenir au point mort, hein, mais complètement. Hein. Je crois même que c'est super râpé là. Si jamais ils se remettent ensemble au bout d'un moment. J'attends de voir ça, hein. Faudra me convaincre, hein. Mais maintenant, pour moi c'est un peu râpé leur couple, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Vraiment, donc ouais, le fait qu'il ait pas su ce qui est arrivé à Lady Marianne, le fait qu'il ait même pas, ça donne l'impression qu'il a même pas cherché à savoir, qu'il s'est juste dit bon elle est morte, pourquoi j'en sais rien. Comment j'en sais rien. Non, ça me pose problème ça. Hein, en termes de cohérence avec le reste, la présence de Marianne me pose un gros problème. Et donc ouais quoi, Marianne retrouve donc son mari et son fils, et donc c'est un petit peu Regina qui pense avoir retrouvé le bonheur et être reparti du bon pied pour avoir une vie dans la lumière et tout. On peut pas lui accorder de répit à cette femme, hein. C'est vraiment pas de chat pour elle. Seulement, c'est pas la seule chose qui a été ramenée à Storybrooke du passé. Pour une raison qui m'échappe, vraiment ça m'échappe un peu cette raison-là. Il y a une jarre dans donc le fameux coffre-fort spécial de Rumpelstiltskin qui a été prise dans le vortex de retour dans le présent. Et cette jarre, donc, déjà pourquoi elle a été prise, je ne sais pas. Personne n'a particulièrement été aspiré avec une force prenante dans le trou dans le portail. Pourquoi la jarre serait tombée dedans? J'ai pas bien compris. J'ai loupé un détail dans la mise en scène peut-être, mais voilà quoi. Déjà, mise en scène très discutable à ce moment-là. Mais voilà, cette jarre en question donc. Elle s'ouvre et elle s'avère contenir une espèce de créature magique qui se forme. Et cette créature magique qui se forme, c'est la Reine des Neiges, qui s'avère être libérée, délivrée. Voilà, c'est fait celle-là. Donc, je savais, honnêtement, je savais qu'il y aurait la Reine des Neiges dans cette série à un moment donné. Et je me demande bien ce qui les a poussés à retranscrire ce conte assez méconnu oui, bien entendu, qu'on sait tous ce qui les a poussés à faire ce conte-là. Et ouais, je dis pas que ça va forcément être nul. Je dis pas que ça va forcément être mauvais de mettre la Reine des Neiges simplement pour surfer sur le succès du film. Mais disons que ça sent pas la créativité d'auteur qui essaye vraiment de faire les choses par lui-même. Ça sent vraiment le truc ah merde, la Reine des Neiges est sortie il y a pas longtemps, il faut qu'on surfe sur ça, il faut qu'on en profite. Et ben voilà, Reine des Neiges à toute fin.
Alors peut-être que ce sera bien, peut-être que non. Mais voilà, tous ces petits trucs-là, ça me pose problème. Et c'est fort dommage parce que si je ne compte pas Lady Marianne, et si je ne compte pas la Reine des Neiges, ni alors le coup du je rends pas la dague à Belle à la fin, et ben, sans ces trois trucs-là, pour moi, ce double épisode est excellent. Vraiment, j'aurais même tendance à dire que ça représente mon épisode préféré, malgré les défauts, parce que l'histoire est prenante. Il y a beaucoup de bons moments d'interaction qui sont parfois assez drôles, parfois touchants, parfois les deux. Entre Killian Jones et Emma, il y a beaucoup de discussions, de moments à cœur entre eux qui passent très bien. J'aime beaucoup le fait que dans les deux derniers épisodes, on a inversé la tendance en disant que la sauveuse doit forcément être Emma, alors qu'au final ça s'avère être Regina dans un rebondissement. Et ben là, au final, ça revient sur Emma qui finit par se retrouver elle-même pour redevenir un petit peu l'héroïne. Donc ça joue beaucoup sur la dualité entre ces deux-là, et une intrigue à la Retour vers le futur que j'ai beaucoup aimé. J'adore Retour vers le futur comme énormément de gens, et en faire une version modifiée mode Once Upon a Time, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Ça t'est bien géré, je trouve. Et ouais, c'est un épisode super fun, un double épisode super fun, et ça aurait fait un final de série excellent. Je veux dire, sérieusement, vous enlevez Marianne du tableau, vous enlevez le petit cliffhanger avec la Reine des Neiges, pour moi c'est c'est une excellente conclusion. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de me voir cet épisode. Je peux faire un parallèle avec une série que pas grand monde doit connaître, je pense. Alors, si vous la connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que ça ferait plaisir d'entendre une autre personne qui connaît. Galactic Football. Voilà, Galactic Football, c'est une série animée qui est autour de football galactique, qui, malgré son nom, est 100 fois plus profond que des trucs comme foot de rue. Non, sérieusement, hein, si vous aimez foot de rue, Galactic Football, c'est 100 fois plus intéressant. Ah, je vous le dis clairement. Hein. Donc, et le truc avec Galactic Football, c'est que l'épisode final se terminait sur un bon gros cliffhanger putassier, où on se demande ce qui arrive à nos personnages, à certains de nos personnages. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Elle n'a pas eu assez de succès pour avoir une suite, et donc ça se termine sur un gros cliffhanger putassier, et merde, quoi, c'est un peu frustrant. Seulement voilà, si on enlève ces 30 dernières secondes de l'épisode de fin de Galactic Football, et ben on peut considérer que c'est un final très acceptable pour la série. Et c'est un peu comme ça que je me visualise cet épisode, malgré les 30 secondes un peu frustrantes. Je me retire les 30 dernières secondes de ma tête, et je m'imagine que paf, cet épisode c'est le final. Et si je me vois ça comme ça, ben c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Ça reste satisfaisant. Et ben c'est un peu ce que je me fais pour l'épisode de Once Upon a Time, ce double épisode. Je me dis, ok, j'ai entendu beaucoup de gens dire que la saison 4 est pas géniale. Et je sais pas, hein, ce sera à moi d'en décider quand je la verrai, mais si jamais il s'avère que la saison 4 est pas géniale, ben je pourrais toujours me conforter dans cette représentation de ce double épisode final comme le final de la série. Et si c'est le cas, ben à ce moment-là, je pourrais me considérer ça comme une série de 3 saisons, et une série de 3 saisons satisfaisante. Avec des hauts et des bas, c'est clair, mais une série de 3 saisons satisfaisante, avec un final qui n'est pas qui n'a pas à rougir. Contrairement au final des 2 saisons précédentes. Voilà, donc là, ça a vraiment eu le temps de respirer. On a mis ça sur 2 épisodes, donc il n'y a rien qui est rushé, c'était vachement cool. Cette deuxième partie de 3e saison était globalement un peu moins bonne que la première, en grande partie parce que, je suis désolé pour les fans, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui disent dans les commentaires qu'ils sont fans de Zelena, mais il y a beaucoup de gens qui sont fans de Zelena, tant mieux pour vous, c'est pas mon cas. Je trouve que Zelena est un personnage un peu trop bateau pour moi, et pas super intéressant. Pas affreux ou quoi que ce soit, mais pas super intéressant. Et donc ouais, ça a rabaissé pas mal de trucs. Il y a quelques passages un peu gros. Il y a du retcon et des facilités autour de ça qui me gênent beaucoup dans cette deuxième moitié de saison. Mais néanmoins, ça a amené pas mal de moments forts. C'est-à-dire
Le personnage de Zelena en soi n'est pas très intéressant, mais tous les conflits qu'elle a apportés étaient très sympas à suivre, pour la plupart. Et le conflit final qui a été amené, malgré le fait qu'il soit mis en scène de façon n'importe quoi que je veux dire sérieusement, en mourant, sa volonté s'est transférée dans dans l'amulette qui a recréé le portail. Mon cul, ouais, mais c'est... En dehors de ces conneries-là, ça a amené pas mal de conflits intéressants et d'aventures sympathiques. Et de ce fait, je trouve que ça continue bien cette saison 3 et voilà, si on prend pas en compte les trucs qu'ils ont rajoutés pour faire cliffhanger et ne pas donner le happy end à tout le monde en laissant un peu sur la fin, et ben si on enlève ces petits trucs là, pour moi c'est un très bon final. C'est une saison très sympa à suivre. J'ai entendu pas mal de mal sur la saison 4. Je me ferai mon avis, je suis pas forcément du genre à détester ce que tout le monde déteste et à aimer ce que tout le monde aime, comme vous le savez maintenant. Donc si ça se trouve, j'ai beaucoup apprécié. Si ça se trouve, non. Hein, on verra bien. Mais pour l'instant, la prochaine fois, on va s'attarder à la série dérivée Once Upon a Time in Wonderland. À très bientôt. Ciao!